Bonjour. Après avoir décrit les principaux cas liés au monohybridisme, je commence aujourd'hui la deuxième partie des lois statistiques de transmission des caractères héréditaires chez les êtres vivants diploïdes. C'est le dihybridisme. Je vous parlerai aujourd'hui des cas où les deux gènes sont indépendants, mais je vous rappelle tout d'abord la différence entre le mono et le dihybridisme. Les lois statistiques de transmission des caractères héréditaires, c'est deux cas. Il y a le cas où on parle d'un seul caractère, il y a le cas où on parle de deux caractères. Par exemple, si je parle d'un seul caractère, si je dis par exemple une graine lisse croisée avec une graine ridée, alors j'ai parlé ici d'un seul caractère, c'est la forme de la graine. Ici, la forme de la graine. Donc, c'est un seul caractère. Dans ce cas, je vais dire qu'il s'agit du monohybridisme. Mais regardons le deuxième cas. Ici, il y a deux caractères. Je vais dire par exemple une graine lisse est jaune. Donc, je parle de deux caractères. Donc, il y a la forme et il y a la couleur. Deux caractères. Ici aussi, graine ridée est verte. Deux caractères. Le caractère forme et le caractère couleur. Donc, est. Ici, je parle donc du dihybridisme, c'est-à-dire deux caractères de gènes. Quels sont les deux cas du dihybridisme? Soit A et B, deux gènes contrôlant deux caractères différents. On a deux cas. Premier cas, regardez, les deux gènes A et B peuvent être séparés et peuvent se trouver sur deux chromosomes différents. Gènes sur deux chromosomes différents. Dans ce cas, on dit que les deux gènes sont indépendants. Ils ne sont pas liés. Il n'y a aucune relation avec eux. Chacun se trouve sur un chromosome séparé du deuxième gène. Gène indépendant. Regardons maintenant le deuxième cas. Toujours A et B, deux gènes différents. Mais cette fois-ci, regardez, ils se trouvent sur un même chromosome. Ils sont portés par un seul chromosome. Dans ce cas, gène sur un même chromosome, on va dire gène dépendant. On peut dire aussi gènes liés. Gènes liés. Alors, ce sont les deux principaux cas étudiés en dihybridisme. Alors, dans cette vidéo, je vais parler du premier cas, c'est-à-dire des gènes indépendants. Gènes indépendants. Alors, les gènes indépendants, c'est le dihybridisme avec une dominance complète. Gènes indépendants, c'est une découverte faite par Mendel, qui a déjà découvert aussi le cas de dominance complète en monohybridisme. Ce sont les mêmes travaux, toujours sur le petit pois. Je vous propose donc un exercice. Mendel a réalisé le croisement entre deux lignées pures de petits pois, l'une issue des graines lisses et jaunes, donc deux caractères, l'autre issue de graines ridées et vertes. Il a obtenu en F1, vous regardez, donc on utilise le même symbole comme en hybridisme, F1, la première génération. Il a obtenu en F1 des plantes à graines lisses et jaunes. Dans un deuxième croisement, il a fait l'autofécondation, c'est-à-dire l'autocroisement, des plantes issues des graines de F1. Il a obtenu la génération F2 composée de 315 graines lisses et jaunes, toujours deux caractères, 108 graines ridées et jaunes, 101 graines lisses et vertes, 32 graines ridées et vertes. Donc, la photographie ci-contre nous montre certains de ces phénotypes. Voici une graine lisse et jaune, voici une graine lisse et verte, voici une graine ridée et verte, et voici une graine ridée et jaune. Question. Donnez les conclusions du premier croisement. 2. Calculer les proportions de F2, c'est-à-dire ces nombres-là, on va les convertir en pourcentage. 3. Calculer les proportions de F2 selon chaque caractère cette fois-ci. Qu'est-ce qu'on observe? Que peut-on conclure? Enfin, pour la quatrième question, donner l'interprétation chromosomique et les différents résultats obtenus. Alors, je vais schématiser donc ces deux croisements. Voilà donc le premier croisement. Voilà devant moi donc une graine verte et ridée. Elle n'est pas lisse, elle est ridée.
va être croisé avec une graine lisse, cette fois-ci est jaune. Lisse et jaune. Ce croisement va aboutir à une génération F1 qui ne contient que des graines jaunes et lisses. 100% graines lisses et jaunes. Alors on va appeler les deux graines ici, c'est les graines parentales, ce sont des parents, ce sont deux lignées pures. On va les symboliser comme dans le monohybridisme par le P ou le F0, donc rien n'est changé pour la symbolisation. On va symboliser aussi cette génération par la génération F1, ce sont des hybrides. Les hybrides. Maintenant, je passe au deuxième croisement. Je vais le schématiser aussi. Alors, cette fois-ci, au lieu de croiser deux parents de lignée pure, on a croisé deux graines issues de la F1. Ce sont deux graines hybrides. La F1 autocroisée avec une graine F1 donne une génération F2 constituée de 4 phénotypes différents. On a un phénotype lisse jaune comme le phénotype parental, mais il y a ici un nouveau phénotype. C'est un phénotype lisse et ridé qui n'existait pas chez les parents. Ici, un autre phénotype non parental, c'est lisse et vert. Et on retrouve ici le phénotype parental d'origine ridé et vert. C'est la F2. Alors, chaque phénotype, comme on a vu dans l'exercice, a un nombre différent. Ici, on a 315 graines lisses et jaunes, 108 graines jaunes et ridées, 101 graines lisses et jaunes, et seulement 32 graines ridées et vertes. Maintenant, on va commencer l'analyse des résultats. Je commence donc par le premier croisement. Alors, on regarde ici d'abord que les deux parents sont des lignées pures. Et on voit que la F1, la génération F1 est homogène 100%. Donc, la première loi de Mendel est appliquée ici. La première loi de Mendel dit que lorsqu'on fait l'hybridation de parents de lignée pure, on obtient une descendance homogène avec un phénotype parental. C'est ce qu'on a ici. Un phénotype parental, c'est lisse et jaune, 100% homogène. Donc la première loi de Mendel est appliquée. Ici, c'est une hybridation puisque les deux parents sont différents pour les deux phénotypes des mêmes caractères étudiés. Je récapitule. Donc, puisqu'il y a deux caractères, donc on a un déhybridisme. Premier croisement, c'est une hybridation qui concerne deux caractères, la couleur des graines et la forme des graines. Donc, c'est un déhybridisme. Je continue l'analyse. Puisqu'il y a deux caractères, donc on a l'intervention de deux gènes. Chaque gène aura donc deux allèles. C'est ce qu'on voit ici. Pour la couleur, on a donc deux phénotypes. Il y a le vert et il y a le jaune. Et pour la forme, on a aussi deux phénotypes, le lisse et le ridé. Donc chaque gène contient deux allèles. Le gène de la couleur des graines a deux allèles, c'est l'allèle de la couleur jaune et l'allèle de la couleur verte. Et le gène de la forme des graines a aussi deux allèles, l'allèle de la forme lisse et l'allèle de la forme ridée. Alors maintenant, on va voir le type de dominance. On voit ici que la génération F1 a hérité de la couleur jaune et de la forme lisse, avec disparition de la couleur verte et la forme ridée. C'est-à-dire qu'on a ici deux allèles qui sont dominants, la forme lisse et la couleur jaune, alors que les deux autres allèles sont récessifs, la couleur verte et la forme ridée. La génération F1 homogène 100%, application de la première loi de Mendel, de confirmation de la pureté des lignées parentales. Le phénotype de F1 représente l'un des deux phénotypes parentaux, d'où cas de dominance complète. L'allèle de la couleur jaune est dominant, on le symbolise par le J majuscule. L'allèle de la couleur verte est récessif, on le symbolise par la lettre minuscule, petit v, les deux autres allèles. L'allèle de la forme lisse dominant, on le symbolise par la lettre L majuscule. Et l'allèle de la forme ridée
récessif. On le symbolise par la lettre R minuscule. Je passe maintenant au deuxième croisement. Voilà son schéma. Voilà le F1 creusé avec le F1. On obtient 4 phénotypes différents. Donc la première chose demandée dans l'exercice, c'est de calculer les proportions de F2. Calculer donc le pourcentage que constitue chaque phénotype, commençant par le premier phénotype, donc pourcentage de LJ, c'est-à-dire lisse jaune, c'est celui-là, est égal à 315 divisé par la somme de tous ces phénotypes, de tous ces nombres, et multiplié par 100. Donc le total c'est 556. On obtient 56,65%. Un deuxième phénotype, le RJ maintenant, c'est-à-dire ridé et jaune, c'est celui-là. C'est 108 divise le total qui est 556 multiplié par 100, c'est 19,42. Je passe au troisième phénotype, c'est le LV, c'est-à-dire lisse et vert, c'est celui-là. Avec 101 sur 556 multiplié par 100, ça donne 18,16%. Et le dernier phénotype, c'est le RV, c'est-à-dire le ridé vert, 32 sur le total multiplié par 100, ça donne 5,75%. Alors, on va conserver ces pourcentages, on va les utiliser après, on va les comparer tout à l'heure avec les proportions théoriques. Je passe à la question suivante. On vous demande cette fois-ci de calculer les proportions de la F2, mais cette fois-ci pour chaque caractère et non pas par rapport à chaque phénotype qui contient les deux caractères à la fois. Donc on a deux caractères, on a la couleur et la forme. Je commence par exemple par le caractère couleur des graines. Donc j'ai deux allèles, l'allèle de la couleur jaune et l'allèle de la couleur verte. Alors pour calculer par exemple la proportion ou bien le pourcentage de la couleur jaune, je vais prendre ces deux premiers phénotypes, ils contiennent tous les deux la couleur jaune. Donc je vais tenir en compte les deux premiers nombres, 315 et 108, puis je vais diviser par le total et multiplier par 100. Voilà. Donc, pourcentage de jaune est égal à 315 plus 108 sur le total multiplié par 100 est égal à 76,07%. Je vais le minorer pour le rapprocher de la valeur 75%. Je calcule de la même façon le pourcentage de la couleur verte. Ce sont les deux derniers phénotypes. Donc, je vais tenir en compte les deux nombres 101 et 32. Je divise par le total, 556. Je multiplie par 100. J'obtiens 23,92%. Et je vais majorer pour le rapprocher, ce pourcentage de 25%. Maintenant, je passe au deuxième caractère. C'est la forme. J'ai ici deux allèles de forme, soit lisse, soit ridé. Donc, je vais calculer tout d'abord le pourcentage de lisse. J'ai ici les deux lisses, le lisse jaune et le lisse vert. Donc, je vais tenir en compte les deux nombres 315 et 101. 315 plus 101, je divise par le total, je multiplie par 100, j'obtiens 75,82%. Je majore un tout petit peu pour le rapprocher de la valeur 75%. Et enfin, je calcule le pourcentage de la forme ridée. Ridé, j'en ai deux. J'ai un ridé jaune avec 108 et un ridé vert avec 32. Donc j'utilise ces deux nombres. Je divise par le total et j'obtiens 25,7%. C'est presque 25%. Alors, qu'est-ce qu'on observe? On observe que pour chaque caractère, j'obtiens les deux valeurs 75% et 25%. Ça nous rappelle les proportions mendéliennes du monohybridisme. La même chose ici pour le deuxième caractère. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque caractère se comporte comme s'il est seul, comme s'il est en monohybridisme. Donc les deux caractères ne sont pas dépendants l'un de l'autre, ils sont transmis indépendamment l'un de l'autre. Je récapitule. Chaque caractère se comporte comme en monohybridisme, dont chaque caractère est transmis indépendamment de l'autre. Ce résultat a conduit Mendel à proposer sa troisième loi de Mendel. Donc, il s'agit de l'indépendance des gènes pour lui. Donc, il s'agit de l'indépendance du couple d'allèles.
Troisième loi de Mendel, c'est la loi de l'indépendance des couples d'allèles. Les couples d'allèles différents subissent une disjonction indépendante, donc ils ne sont pas dépendants les uns des autres. Pour nous, les couples d'allèles, ce sont des gènes, donc on va dire que les gènes sont indépendants. Ils se trouvent sur deux chromosomes différents. Remarque. Donc jusqu'ici, on a vu trois lois de Mendel. La première loi de Mendel, la deuxième loi de Mendel et la troisième loi de Mendel. Et on a vu aussi deux cas de croisement, d'hybridation. On a le monohybridisme et le dihybridisme. Alors, quelles sont les lois de Mendel qui sont applicables pour le monohybridisme et quelles sont les lois qui sont applicables pour le dihybridisme? D'abord, la première loi, on a vu qu'elle s'applique au monohybridisme, mais aussi au dihybridisme. La deuxième loi de Mendel, c'est lorsque les allèles se séparent dans les gamètes, c'est-à-dire la méiose. Donc, on sait qu'il est applicable pour le monohybridisme, mais applicable aussi pour le dihybridisme. Mais cette troisième loi de Mendel qui dit que les gènes sont indépendants, ils ne peuvent pas s'appliquer au monohybridisme parce qu'il n'y a qu'un seul gène. Donc on ne peut l'appliquer que si on a plus d'un gène, c'est-à-dire pour le dihybridisme. Je passe maintenant à la dernière question de l'exercice, interprétation chromosomique des résultats. Je commence par le premier croisement, le voilà. L'interprétation chromosomique en dihybridisme se fait de la même chose qu'en monohybridisme, donc on va suivre les mêmes étapes, les parents, les phénotypes, les génotypes, les gamètes, puis la fécondation, et puis on va décrire la descendance théorique et la comparer avec la descendance pratique mentionnée dans l'exercice. Je commence donc par les parents. Pour le premier croisement, on a croisé entre deux parents, P1 et P2, j'ai dû mettre ici P2. Les phénotypes sont le LJ et le RV, c'est-à-dire le lys jaune et le riz vert. Génotype, alors là, ce sont des gènes indépendants, mais ce sont de lignées pures, c'est-à-dire homozygotes pour chaque allèle. Alors j'ai ici deux chromosomes homologues qui portent le même allèle, lys-lys. À côté, deux autres chromosomes homologues qui portent cette fois-ci l'allèle de la couleur. Les deux allèles de la forme, les deux allèles de la couleur, lignée pure, donc on a le même allèle de la couleur et le même allèle de la forme. Pour le deuxième individu, le RV, c'est la même chose. J'aurai toujours deux chromosomes homologues qui portent l'allèle, les deux allèles de la forme, et les deux chromosomes homologues qui portent les deux allèles de la couleur. Et puis c'est une ligne pure aussi. Donc on a ici l'allèle petit r homozygote et l'allèle homozygote ici pour l'allèle petit v. Maintenant, cherchons les gamètes. Regardez ici, on aura donc chaque fois l'allèle de la forme va accompagner l'allèle de la couleur. Donc si je choisis le L avec le grand J, l'autre possibilité c'est toujours le grand L avec le grand J, toujours le grand L avec le grand J, toujours le grand L avec le grand J. Donc c'est un seul type de gamète que je vais obtenir. C'est le L et le J avec une proportion de 100%. Ici, quels sont les gamètes que j'aurai? Donc le R va partir avec le V ou avec l'autre V, donc c'est la même chose. C'est toujours un seul type de gamète, toujours le R avec le V. Un seul type de gamète aussi avec une proportion de 100%. Un seul gamète ici, un seul gamète de l'autre côté. Donc une seule possibilité de fécondation, c'est la rencontre des deux gamètes. Ils vont nous donner un nouvel individu. Donc le L, allèle de la forme dominant, va rencontrer l'allèle de la forme récessive, le L et le R, et aussi l'allèle de la couleur dominant va rencontrer l'allèle de la couleur récessive, le G et le V. Maintenant, la descendance qu'on a obtenue, on va appeler tout d'abord la génération obtenue la F1, et regardez quel sera le phénotype. Le L est dominant sur le R, donc le phénotype c'est le L.
et le J est dominant sur le V, donc le phénotype c'est le J. Donc j'aurai le phénotype LJ 100% homogène. Donc ce résultat théorique est le même que le résultat pratique de l'exercice, je vais dire. La descendance théorique confirme la descendance pratique. Je passe maintenant au deuxième croisement, le voilà. Je vais suivre les mêmes étapes. Je commence par les parents. Cette fois-ci, je vais croiser deux hybrides F1, c'est un autre croisement. Chacun porte le phénotype LJ, lisse et jaune. La même chose ici, lisse et jaune. Les génotypes, deux allèles différents pour chaque gène, c'est un hybride pour chaque caractère. Alors pour le caractère lisse, on a deux allèles différents, c'est un hétérozygote, lisse RID, et pour le gène de la couleur, c'est aussi un hétérozygote qui contient deux allèles différents, le J et le V, la même chose pour le deuxième individu. Deux allèles différents pour la forme et deux allèles différents pour la couleur. C'est un hybride pour la forme, c'est un hybride pour la couleur. Maintenant, cherchons les gamètes. Alors, pour trouver les gamètes ici, il faut chaque fois qu'un allèle de forme va avec un allèle de couleur. Donc, je vais opter pour donc, cette première direction. Puis la deuxième possibilité, donc le deuxième gamète, le L va aller avec le V. Troisième possibilité, le petit r va accompagner le grand J. Et la quatrième possibilité, le petit r va avec le petit v. Donc ce sont les quatre possibilités qui existent pour la formation des gamètes. C'est le brassage interchromosomique des allèles. Premier gamète, donc, c'est le LJ. Voilà. Deuxième gamète, c'est le LV. Troisième gamète, c'est le RJ. Et le quatrième gamète, c'est le RV. Alors, quelles sont les proportions de ces gamètes? Donc, on a obtenu 4 gamètes différents, mais avec la même proportion, chacun constitue donc le 1/4. Voilà. Je passe au deuxième individu. C'est la même chose, donc on va obtenir les mêmes gamètes avec les mêmes proportions. Toujours le LJ, le LV, le RJ et le RV avec les mêmes proportions, 1/4 chacun. Alors maintenant, j'arrive aux gamètes, je passe à la fécondation. Pour représenter la fécondation, on a cette fois-ci plusieurs possibilités. On a 4 gamètes ici, 4 gamètes de l'autre côté. Ça veut dire que pour le mâle, c'est 4 gamètes. Pour la femelle, c'est 4 gamètes. Combien est-ce qu'on a de possibilités pour la fécondation? Eh bien, c'est 4 fois 4, c'est 16 possibilités. Donc, j'aurai besoin d'un échiquier de croisement pour représenter la fécondation qui va contenir 16 cases. 4 gamètes pour la ligne horizontale et 4 gamètes pour la colonne verticale. Alors, je vais poser dans ces 4 cases les gamètes mâles, c'est-à-dire les 4 gamètes qu'on a déjà obtenus tout à l'heure. C'est le LJ, les deux dominants, puis le LV, un dominant pour la forme et un récessif pour la couleur, puis le RJ, un récessif pour la forme et un dominant pour la couleur, et enfin le RV, les deux récessifs. La même chose ici, mais avant je mentionne les fréquences de chaque gamète, le 1/4, puis je mentionne ici les 4 gamètes aussi, les mêmes, avec les mêmes fréquences. Maintenant, je commence à compléter ces cases vides par les possibilités de fécondation. Qu'est-ce que je vais obtenir dans cette case? Eh bien, l'allèle grand L va rencontrer l'allèle grand L, et l'allèle grand J va rencontrer l'allèle grand J. Donc, on aura donc un individu homozygote pour les deux gènes LL-JJ. Alors, j'aurai le phénotype LJ avec une fréquence de 1/16. Pourquoi 1/16? Parce que
Je vais faire tout d'abord la multiplication de la fréquence 1/4 avec la fréquence 1/4. J'aurai un 16e. Ou bien, je vais dire que dans l'échiquier, j'ai 16 cases et chaque case va donc représenter le 1/16e. Je passe à la deuxième case, le L va rencontrer le L et le J va rencontrer le V. JV avec un phénotype de LJ, c'est déjà les Do dominants, et une proportion ou bien une fréquence de 1/16e. Je passe dans la troisième case, le L avec le R et le J avec le J. Le phénotype, c'est le LJ toujours, les deux dominants en haut, avec la même fréquence toujours de 1/16. Quatrième case, le L va rencontrer le R et le J va rencontrer le V. LR, GV, j'aurai le phénotype LJ avec la fréquence de 1/16. Ainsi de suite, je vais compléter donc toutes les cases. Voilà, le LJ ici, le LV là. Je représenterai chaque phénotype par une couleur différente. Le LJ avec la couleur rouge et le LV avec la couleur bleue. Ici, j'aurai le LJ de nouveau avec la couleur rouge. Et là, j'aurai le LV avec la couleur bleue. Je passe à cette case. J'aurai le LJ avec la couleur rouge. Ici, le LG avec la couleur rouge. Alors là, j'aurai le RJ avec la couleur verte. C'est un nouveau phénotype. Et ici, le RJ avec la couleur verte. Ici, j'aurai le LJ toujours avec la couleur rouge. Puis le LV avec la couleur bleue. Puis le RJ avec la couleur verte. Et j'aurai aussi dans la dernière case, le dernier phénotype, c'est le RV. C'est le seul cas où j'ai rencontré ce phénotype. Je vais le représenter par une couleur noire. Elle représente 1/16. Alors, à partir de cet échiquier, je vais chercher la descendance théorique. D'abord, cette descendance, c'est la F2, on l'appelle F2, et je vais compter les phénotypes. Dans tout l'échiquier, j'ai 4 phénotypes différents. Le LJ en rouge, le LV, le RJ et le RV. 4 phénotypes. Par exemple, le LJ, je vais compter le nombre de cases que contient le LJ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est 9. Donc 9 cases sur 16, c'est 9/16. Je passe à LV avec la couleur bleue. Je l'ai 3 fois. Donc c'est 3/16. Puis je passe au RJ 3 fois aussi. Donc c'est 3/16. Et enfin le RV une seule fois. C'est 1/16. Donc c'est la génération F2. Maintenant, je continue. Alors, sur ce tableau, je vais comparer les proportions pratiques et théoriques qu'on vient de calculer, qu'on vient de trouver donc dans l'échiquier. Alors, je commence par le premier phénotype, c'est le LJ. On a calculé au début la proportion pratique dans l'exercice, on a trouvé 56,65%. Et dans l'échiquier, on a trouvé 9/16. Alors, est-ce qu'il y a égalité aux différences des deux proportions? Pour le savoir, il suffit de transformer aussi cette fraction en pourcentage. Donc, on divise 9 par 16, 9 par 16, on multiplie par 100, j'obtiens 56,25%. C'est presque la même valeur. Je passe au deuxième phénotype, LV. On a calculé 18,16% et on a trouvé dans l'échiquier 3/16. Et 3/16, c'est 18,75%. C'est presque la même valeur. Troisième phénotype, le RJ, on a trouvé 19,42 et on a trouvé ici 3/16, c'est 18,75%, c'est presque. Et enfin, le RV, on a calculé 5,75%, ici c'est 1/16, qui vaut 6,25%, c'est presque. Alors on peut dire que les proportions pratiques qu'on a déjà calculées, c'est les mêmes que les proportions de Mendel, 9, 3,
3, 1 sur 16. Alors je vais dire, les proportions théoriques de F2 confirment les proportions pratiques. Alors je passe aux conclusions. On dit hybridisme, dominance complète, si l'hybridation de deux lignées pures de phénotypes différents pour les deux caractères donne les résultats suivants. En F1, la génération homogène 100% phénotypes parentaux. Et en F2, génération hétérogène à 4 phénotypes différents avec les proportions 9 sur 16, 3 sur 16, 3 sur 16, 1 sur 16. Alors, la troisième loi de Mendel est appliquée et les deux gènes sont indépendants. Alors, avant de finir la vidéo, je vais vous dire simplement que la première valeur 9 sur 16 correspond au double dominant. Les deux 3 sur 16 correspondent au phénotype où on a un dominant et un récessif. Alors que la dernière valeur 1 sur 16 correspond au double récessif. Voilà, j'arrive donc à la fin. Je vais continuer prochainement pour une nouvelle vidéo concernant toujours le débridisme. Et on va parler d'un autre croisement appelé le test cross.